Je ne pourrais pas vivre loin de la mer. J'ai grandi au Chili. Avec 5000 km de côte, la mer est toujours très proche. C'est une présence constante. J'ai beaucoup de mal à vivre sans entendre le murmure de la mer, sans avoir le bruit des vagues dans les oreilles. La mer n'a pas de limite, ne t'emprisonne pas. C'est une invitation à embarquer, prendre le large, changer d'horizon. Cet endroit s'appelle la Providence. Il fait partie des plus beaux coins de Gijón et des Asturies, parce qu'il surplombe l'immensité de la mer. Admirer d'ici les violentes tempêtes du golfe de Gascogne, c'est un spectacle magnifique. Je suis venu pour la première fois en 81, totalement par hasard. Et bizarrement, je me suis senti aussitôt chez moi. Cet endroit ne m'était pas étranger. J'éprouvais le besoin de renouer avec ce qu'on appelle la patrie. Mais la patrie, ce n'est pas la terre natale. La patrie, c'est la langue maternelle. C'est notre seule patrie. Ah, sí. Bueno, pues eso es por ahí. Ah, llegó el Spiel. Sí, acaba de llegar. 6, 8, 5. C'est un énorme plaisir, un petit luxe que tu t'offres chaque matin. Te lever et aller acheter les journaux dans ta langue. Da recuerdos. Ah, pucha. ¿Vale? Vale, gracias. Muy bien. Nous voici dans mon antre, à l'étage. Ça me permet de m'isoler, une condition sine qua non pour travailler. Comme ça, je peux parler tout seul, m'engueuler quand ça coince, m'exclamer, rigoler quand ça avance bien. Quasiment tous mes livres naissent dans la cuisine, l'endroit le plus vivant de la maison, le plus chaleureux, le plus accueillant aussi. La cuisine déborde de vie. Elle sent la bouffe, le pain. J'adore l'odeur du pain, des épices. Sí. No, que no hierva. On s'entoure tous d'objets fétiches quand on travaille. Mais moi, il faut que je bouge. Si je reste trop longtemps au même endroit, je commence à étouffer. J'ai besoin de sortir, de prendre l'air. À ce moment-là, je tire le signal d'alarme, comme ça. Et je sors. J'avais 16 ans quand j'ai été attiré par l'aventure australe des romans de Francisco Coloane. Là, on met le cap sur le sud-est et on aperçoit le Corcovado. Ce volcan culmine à 5300 mètres. Il nous annonce fièrement, nous voici en Patagonie. Ici commence une immensité peuplée de lacs, de forêts vierges, de flore indigène, de fjords. Pour moi, c'est la plus belle région du monde.
Ce vieux Coloane. Ils ont choisi le bon endroit. Il regarde la mer qu'il aimait tant, les îles, les bateaux, les pêcheurs, les gens du cru. Il est bien là, très bien. Je me suis mis à écrire car je voulais raconter les mêmes histoires que lui, dans ce style typique du Sud, énergique, puissant, dépourvu de fioritures pseudo-littéraires, de niaiseries. Cette langue n'appartenait qu'à lui et correspondait parfaitement à ce qu'il était, un vieux marin des îles du bout du monde. C'était vraiment fascinant chez lui. Tous ces personnages sont des petites gens d'ici. Il éprouvait un amour infini pour ces hommes et ces femmes qui ne figurent pas dans les manuels d'histoire, mais qui sont les héros de ses romans, comme son personnage Oté, les Indiens qui ont disparu, les navigateurs, marins, vagabonds des mers. Même si je n'ai partagé que les 5 dernières années de sa vie, c'était comme si on se connaissait depuis toujours, depuis bien plus longtemps. Ciao, Pancho. Keyon a vu naître en grande partie ma vocation d'écrivain. Avant, j'avais déjà voyagé comme tous les ados, poussé par le goût de la découverte, la curiosité. Mais dès que j'ai pris la mer, que j'ai été interpellé par ce géant au loin, le Corcovado, j'ai entamé un autre voyage. J'ai commencé à voyager sur les ailes de mon imagination et je notais dans des calepins tout ce que je voyais, tout ce qui me semblait intéressant et que je voulais graver dans ma mémoire ou sur ma rétine. Me hablas de una casa de viento y yo contesto. ¿Y qué haremos con solo el viento, previendo de tempestades la precaria estabilidad de las paredes? De viento y de luz, y yo contesto. ¿Y qué haremos con solo el viento y la luz, sopesando el margen de las sombras que acechan en los lagares donde no alcance nuestra bien intencionada luz? De viento, luz y frutos, y me quedo sin palabras. Me hablas entonces de ese país que dolió tanto, de aquel país que más de alguna vez dejamos olvidado en alguna estación de trenes en Europa. Me hablas de ese país resucitado entre los muertos de feroces dictaduras, de ese país defectuoso, de ese país perfectamente idiota y nuestro. C'est un sentiment ambigu, d'amour et de haine. Et que j'éprouve depuis plusieurs années. Un sentiment tenace envers mon pays. Toi aussi, hein? Oui, je crois. Bien sûr que c'est une relation ambivalente. Et même la nature contribue parfois à cette ambivalence. L'an dernier, on est allé au Chili et je me disais vraiment que j'étais au paradis. Je me sentais au paradis. Avec les enfants, on se promenait tranquillement à la campagne. C'était idyllique. Et soudain, la terre s'est mise à trembler. Il y a eu un séisme épouvantable.
comme si la nature m'adressait un avertissement. On ne veut pas de toi ici, tu n'es pas le bienvenu. J'entretiens une relation particulière avec Santiago, la ville de mon enfance, de ma jeunesse, de mon engagement politique, de mon premier amour, la ville où je me suis marié, où mon fils aîné a vu le jour. Les retrouvailles avec Santiago, après les années d'exil, ont été douloureuses. Je savais que la ville avait changé, mais je n'imaginais pas à quel point. Je ne pensais pas trouver cette imitation grotesque de Miami. Santiago a délibérément sacrifié tout son héritage architectural sur l'autel de la spéculation. Là aussi, la dictature a été impitoyable. Impressionnant, ils ont tout détruit pour construire des merdes pareilles. J'ai grandi dans une famille tout à fait ordinaire. Mes parents travaillaient, mon père était cuisinier, un excellent cuisinier, et ma mère infirmière. Comme ils bossaient tous les deux beaucoup, ce sont surtout mes grands-parents paternels qui m'ont élevé. Comme tout a changé. Là au coin, il n'y avait pas cette horreur, mais le caviste du quartier. Toute la rue était remplie de Dame Jeanne, ces grosses bonbonnes de vin. À l'époque, tu l'achetais à la tireuse. Tu repartais avec 2 ou 3 litres d'un vin puissant, charpenté. Ces arbres sont très vieux. Mon grand-père, génial anarchiste andalou, m'a offert le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un enfant. Et je pense faire le même à mes petits-enfants. J'avais 8 ans quand il a commencé à me lire Don Quichotte. Et cette lecture a duré jusqu'à mes 12 ans. Ma vocation littéraire, ou comme on dit, mon goût de la littérature, vient sûrement de là. Nace de ahí. Je suis allé dans une école publique, laïque, mais très atypique, car tenue par des francs-maçons. Ils avaient un sens très élevé du devoir et ne croyaient pas aux punitions. Quand tu faisais une bêtise, le professeur, qu'on appelait d'ailleurs frère, te disait « Frère, vous n'avez pas fait votre travail. Réfléchissez à ce que vous voulez devenir plus tard. Un homme digne de ce nom ou un parasite ? Un peu comme un curé. Et très mal à l'aise, tu répondais « Non, non, moi je veux être un homme digne de ce nom, pas un curé. » 2 points de repère importants dans ma vie. Cette école où j'ai appris à être un citoyen, car il nous formait à la citoyenneté, et à 100 mètres en face, le local des jeunesses communistes où j'ai commencé à militer dès 13 ans. Ce bâtiment là-bas. Un saut direct d'ici à là-bas. En 67, Che Guevara est mort en Bolivie. Et nombre de jeunes communistes chiliens n'ont pas apprécié l'attitude du parti. Beaucoup se sont alors tournés vers le MIR, mouvement de la gauche révolutionnaire, et d'autres, comme moi, vers le Parti socialiste qui avait un discours très clair sur l'Amérique latine.
C'est ici que siégeait l'ancien Congrès, la Chambre des députés, quintessence de la démocratie chilienne. En 1968, grâce à un élu socialiste, les jardins du Congrès bénéficiaient d'un statut d'inviolabilité. La police n'avait pas le droit d'y pénétrer. Et quand notre mai 68 a démarré, en 67, c'est dans ces jardins qu'on se réfugiait lorsqu'on était poursuivi par la police. Elle ne pouvait pas franchir cette grille. Sauf qu'un jour, elle n'a plus respecté cette interdiction. En 68, des policiers sont entrés et ils ont embarqué plein d'étudiants. Après un passage à tabac, je me suis réveillé dans un couvent de nonnes, allongé sur un lit inconnu, avec un traumatisme crânien et un bras cassé. On admirait énormément Salvador Allende, qui était un dirigeant extraordinaire. Et le point d'orgue de toute cette effervescence a été le 4 septembre 1970, quand Allende a remporté les présidentielles. C'était quelqu'un de remarquable. Il dégageait une chaleur humaine incroyable. Tu te sentais en confiance au bout de 5 minutes. Il te mettait à l'aise alors que, bien sûr, il te dépassait de 100 coudées. Il en savait bien plus long que toi. Je suis particulièrement fier d'avoir fait partie de sa garde personnelle. On a été formé très sommairement par la police. Quelques techniques d'autodéfense, le b.a.-ba des armes à feu, des gestes de base en cas d'attentat. Voilà toute la formation qu'on a reçue. Nous étions en charge de la sécurité. Le groupe s'appelait le GAP, groupe d'amis personnels. Et la dictature nous a ensuite fait passer pour une bande de terroristes et de criminels. Le plus jeune du groupe avait 18 ans. Bien, un poco más viejo. Sí, un poco más usado estamos. Un poco más viejo estamos. Venimos con la sandía incorporada. Certains sont morts au Chili, d'autres ont disparu. Beaucoup de camarades ont disparu. D'autres ont poursuivi la lutte ailleurs. Ils sont tombés au Nicaragua, au Salvador, en Angola, au Mozambique. Ay, es un Montecristo. Cuando tienen la bala, yo fumo de eso. De lo grande. ¿Y qué anda haciendo el mono allá? ¿Dónde viendo la mamá? Sí, se las pragas. Y ahí se metió con Ampuero. Ahora la tumba que yo me encontré cuando estuve los 15 días, está aquí nomás. Donde venía a estudiar la calle con el Paco Pareja. Esa es otra historia. Y antes de irse, se las quitaron. Chaque fois que je reviens au Chili, on se réunit entre anciens du GAP. On garde en mémoire l'incomparable sens de la camaraderie que possédait Allende. Y allá estábamos en el estadio en el 91 para... Et aussi son humour. Parfois, il parlait de lui à la troisième personne, quand il était particulièrement bien luné. Par exemple, à 3 heures du matin, on montait la garde et il débarquait pour nous dire « Le camarade président de la République a envie de manger une glace ».
On répondait « À vos ordres, président ». On préparait 2 des véhicules officiels du président et on l'escortait chez un célèbre glacier de Santiago. On n'a aucun regret, aucune honte. On l'a connu de près. On a partagé ses joies, ses difficultés, son quotidien. Et on en est très fiers. Pour nous, ce qui compte par-dessus tout, c'est d'avoir intégré le groupe de sécurité par conviction politique, par idéal. Après, on a connu la prison, on a fait l'expérience de l'internationalisme en allant combattre ailleurs, comme au Nicaragua, en participant à d'autres mouvements de libération. Et à la fin de la dictature, avec le retour de la démocratie au Chili, un processus qui n'est d'ailleurs pas terminé, on s'est retrouvés peu à peu entre survivants du GAP, du groupe de sécurité. On reste unis, même si nos routes se sont séparées. Moi, je suis allé à Cuba, Jaime en Australie, Pablo en France, toi en Espagne. Mais nous voilà de retour. Et qu'est-ce qui nous unit? Une même cause. Il parle de mieux en mieux. Oui, plus tu perds de cheveux, mieux tu parles. À force de bien parler, je vais passer pour intelligent. Te fais pas de cheveux, t'es loin d'être bête. Ce camarade, c'est moi qui l'ai amené au GAP. Tu l'as formé. C'était un gamin pauvre, issu d'une famille extraordinaire, solidaire, militante, des gens exceptionnels. Il avait une vision très lucide de la politique. J'étais à Vizcachas, qui se trouve à 25 km environ au sud de Santiago. Et c'est là qu'on a appris la nouvelle du coup d'État. On a écouté le dernier discours du président sur la radio Magallanes. Et ce discours témoigne, une fois encore, de l'immense talent d'Allende pour dire l'essentiel sans grandiloquence. Alors Allende, j'ai une autre photo où il sort de la Moneda pour voir l'étendue des dégâts. Il porte un casque. Et avec ce pull qui reste une énigme. Nul ne sait comment ce pull affreux s'est retrouvé sur Allende, qui était toujours très chic. On se disait, bon Dieu, qui a refilé ce pull au président? Peu avant 11 h du matin, quand on a appris que la Moneda n'échapperait pas au bombardement, on a voulu rejoindre le palais pour être aux côtés d'Allende.
Ça fait peut-être mélo présenté comme ça, mais sur le coup, ça n'avait rien de mélo, ça venait du cœur. On veut être aux côtés d'Allende. S'il faut mourir avec lui, allons-y. Sauf qu'on n'a pas pu arriver jusque-là, car les combats faisaient déjà rage dans les rues. On a continué vers le nord de Santiago, vers le centre. On a traversé San Miguel, la commune où j'habitais, et là aussi ça se battait ferme. On a vu un spectacle épouvantable dans un hôpital public, le centre hospitalier Ramón Barros Luco, qui desservait de nombreuses communes du sud de Santiago. Pour semer la terreur et servir d'exemple, les soldats avaient fusillé les médecins, les infirmiers et les patients de l'hôpital. La cour était jonchée de cadavres. Et c'est là qu'on a compris qu'on n'arriverait jamais au centre de Santiago. On commençait à recevoir les premières instructions des responsables de la sécurité du Parti socialiste. Aparataje de seguridad del Partido Socialista. Et à mesure que la résistance s'organisait, la consigne est devenue résister, mais pas au péril de votre vie. Ce jour-là, quelque chose s'est arrêté. La jeunesse. La jeunesse s'est brutalement arrêtée. Ce jour-là, à mon réveil, dans une usine de traitement des eaux, j'étais encore un jeune de 21 ans. Mais à la fin de la journée, quand le couvre-feu de 17h a sonné, j'étais devenu adulte. Durant la dictature, à cet endroit, les gens affluaient désespérément. Ils venaient ici, sous les fenêtres du tribunal, pour réclamer justice. Leurs frères, leurs pères, leurs maris, leurs fils avaient été arrêtés et détenus par les militaires. Et cette cour, le temple de la honte, n'a pas donné suite à une seule demande des familles. Pour les juges, les disparus, les prisonniers, n'existaient pas. No, no era la joven guardia. La juventud se había quedado diseminada en cientos de lugares, arrancada a jirones por los golpes de picana eléctrica en los interrogatorios, sepultada en fosas secretas que lentamente aparecían, en los años de cárcel, en habitaciones extrañas de países más extraños todavía, en regresos homéricos en ninguna parte, y de ella no quedaban sino himnos de lucha que nadie cantaba, porque los dueños del presente decidieron que en Chile nunca hubo jóvenes como ellos fueron.
¿Cómo ve usted el rol de los escritores que escriben la belleza en la realidad? ¿Qué haría usted hoy día si estuviera en Chile radicado? No intentaría que sea más fuerte el ser escritor que el que ser ciudadano, ¿no? De hecho, desde fuera, cuando estoy en Chile, me gusta participar en las cosas que realmente creo que hay que participar, no de las que están ocurriendo en Chile. Es decir, me fui lleno de esperanza y de ilusión luego de participar, por ejemplo, en el Foro Social, cuando hicimos el Foro Social aquí en Santiago, ¿no? Pero a mí me parece que en la participación social del escritor es posible, ¿no? Es posible, en tanto es capaz de sintetizar a lo mejor con menos palabras que las que emplea un ensayista, ¿no? La descripción de una determinada fase de la realidad que permita que la gente, bueno, la capte con más intensidad y acaso también con más facilidad. Sí. Gracias. Gracias, compadre. Lucho, yo soy de Puente Alto, te dejé esta notita. Está, de acuerdo. Mi nombre es Juan Domingo Pavés. ¿Es Juan Domingo Pavés? Sí, oye, ¿no? ¿Cuántos años? Te dejé esa notita ahí. Voy a mostrar un retrato. Regardez cette photo. Y que es la única fotografía que quedó de un hombre. C'est la seule que j'ai d'un homme qui a été mon ami d'enfance, mon camarade d'adolescence. Mi compañero en la adolescencia. Mi amigo. L'ami, le camarade, le frère de toute ma jeunesse. Teníamos la misma edad. Él era mayor que yo. On avait le même âge. Il avait un mois de plus que moi. Militábamos juntos. On a échafaudé des projets ensemble. On a milité ensemble. On s'est mariés quasiment en même temps. Et nos épouses ont été enceintes quasiment en même temps. On s'amusait à chercher des prénoms pour nos enfants. Mon ami s'appelait Sergio Lieva. C'était un poète et un compositeur fabuleux. Il a été assassiné en 1973 par les militaires. Siempre encontré que ya hay gente encargada. Il y a toujours des écrivains pour retracer l'histoire des vainqueurs, de ceux qui ont remporté les batailles, qui ont gagné tant et plus. Mais je me suis toujours senti plus proche de ceux qui se sacrifient pour une cause noble, digne. Quand j'étais détenu dans la caserne du régiment Tucapel, à Temuco, l'une des tortures préférées du général Washington Carrasco était d'arracher les ongles de pied sans anesthésie. J'y ai eu droit. Et beaucoup de mes camarades aussi. L'un d'eux, un type formidable, faisait office de médecin pour nous éviter des infections. C'était lui qui rigolait le plus quand l'un de nous débarquait, les pieds en sang, et sortait. Je suis allé chez le podologue, il m'a charcuté, je lui ai pas laissé de pourboire. Les blagues fusaient de tous côtés. L'humour nous aidait à survivre, à garder espoir dans le lendemain. L'avenir était incertain, c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'on imaginait difficilement s'en tirer.
Mais c'était un moyen de supporter quelque chose de très difficile à décrire et du coup de très difficile à raconter pour un écrivain. Par exemple, même en prison, quand tu es très proche d'un groupe de gens, il y a malgré tout de la joie dans l'air. Quelqu'un raconte une blague et ça fait rire tout le monde. Et soudain, les rires sont interrompus. Interrompus par une voix froide et métallique qui sort d'un haut-parleur et qui prononce un nom. Et le gars qui porte ce nom sort et ne revient plus jamais. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Durante la primera evaluación, durante todo el trimestre, todos los alumnos de tercero estuvisteis leyendo y leímos en clase un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda. Lo leímos, lo comentamos, lo discutimos, incluso hicisteis algunos trabajos sobre... Y yo estoy dispuesto a responder a todas vuestras preguntas. Así que veamos quién es él o la valiente que va a preguntar primero. Espero que esta vez los chicos saquen la cara porque siempre son las chicas las que preguntan. Ese tiempo que estuviste con ellos, ¿cómo te afectaron? Bueno, en el año 1977 yo salí de mi país, no de Chile, después de estar casi 3 años en la cárcel. Y en una farsa de juicio militar me condenaron a 28 años de cárcel y luego, gracias a Amnistía Internacional, conseguí que me cambiaran los 28 años de cárcel por 8 años de exilio. Entonces partí al exilio y una de las paradas de mi exilio fue Ecuador. Y un día, bueno, me ofrecieron participar en una expedición que iba al territorio amazónico, pero se acabó la expedición, ¿no? Y hubo que regresar a la civilización. Y me quedé en la selva. No veía a los Shuar, pero empecé a sentir que ellos me veían a mí. C'est mes photos, elles en disent long sur mon talent de photographe. Nuchinho était mon professeur dans la jungle. Il m'a appris à chasser, à pêcher, à sentir, à marcher, à interpréter les messages qu'envoie la jungle et qui changent à chaque seconde. ¿Tu nombre? Cristina. ¿Cómo es tu nombre? Jamás he empezado a escribir nada. Je ne commence jamais à écrire sans savoir la fin. J'aime avoir toute l'intrigue dans la tête. En 87, 10 ans après avoir vécu parmi les Shuar, je me suis retrouvé dans un endroit diamétralement opposé, loin du monde, au fin fond de l'Europe, la Croatie, dans l'ex-Yougoslavie. Et en 2 jours, j'ai écrit la première version du vieux qui lisait des romans d'amour. Au bout de 10 ans, comme ça, paf, d'un seul jet. Je savais déjà notamment que le personnage principal serait un vieux. Bon, c'est un peu mon double, car lui aussi est un exilé. Il a été banni de 2 mondes, et ses livres sont tout ce qui lui reste. Je vivais exactement la même situation. J'avais été banni de 2 mondes. Un monde qui s'appelait le Chili, et un autre qui s'appelait la Révolution. Je n'avais plus que mes livres, mes lectures, et la possibilité d'écrire. Mis libros, mis lecturas, o mi posibilidad también de escribir. La vida en la selva templó cada detalle de su cuerpo. Adquirió músculos felinos que con el paso de los años se volvieron correosos. Sabía tanto de la selva como un shuar. Era tan buen rastreador como un shuar. Nadaba tan bien como un shuar. En definitiva, era como uno de ellos, pero no era uno de ellos. Por esa razón debía marcharse cada cierto tiempo, porque, le explicaban, era bueno que no fuera uno de ellos. Deseaban verlo, tenerlo, y también deseaban sentir su ausencia, la tristeza de no poder hablarle y el vuelco jubiloso en el corazón al verle aparecer de nuevo. Y empecé a escribir movido por J'ai commencé à écrire quasiment par égoïsme.
En fait, j'avais lu tous les livres des auteurs que j'aime, toutes leurs œuvres. Jules Verne, je les avais tous lus. Plus un seul à me mettre sous la dent. Salgari, j'avais tout lu. Ce monument de la littérature chilienne, Francisco Coloane, j'avais tout lu. Pareil pour Stevenson. Alors je me suis mis à écrire dans la même veine que mes auteurs préférés. La première édition, très modeste, a été publiée ici, dans les Asturies. La deuxième, encore plus modeste, au Chili. La première grande édition est française, bien sûr. Le troisième pays d'Europe où j'ai été publié, c'est l'Espagne, curieusement. Ça me rappelle le poète basque Bernardo Atxaga, formidable poète et romancier. Bernardo Atxaga a revisité le proverbe « Nul n'est prophète en son pays ». Et dans un poème intitulé « Réflexion d'une patate », il fait dire à la patate « Nul n'est croquette en son pays ». Et c'est très vrai. Pendant mon séjour en Équateur, je suis allé au Nicaragua. J'avais fait la connaissance d'une Allemande. Et on avait décidé que si je ne mourrais pas au Nicaragua, on irait ensemble à Hambourg. J'avais toujours eu envie de découvrir Hambourg parce qu'entre ce port et celui de Valparaiso au Chili, il existe un lien très fort. Hambourg correspond vraiment à l'idée qu'on se fait d'un port, c'est-à-dire une fenêtre grande ouverte sur le monde, un passage. J'y ai vécu 10 ans et je n'en garde aucun mauvais souvenir. Ça a été une période très positive. Ça m'a vraiment permis d'écrire, de m'épanouir sur le plan personnel et professionnel, dans le journalisme. Et surtout d'écrire. L'intrigue de mon roman « Un nom de torero » devait forcément passer par Hambourg. Le personnage central étant largement autobiographique, je voulais qu'il habite Hambourg, qu'il évolue dans ce cadre. C'est un ancien guerriero qui bosse comme videur dans un bordel. Moi, je n'ai jamais travaillé comme videur de bordel. ¿Para qué diablos sirve un tipo como yo? ¿Para qué diablos sirve un ex guerrillero a los 44 años? En la oficina de trabajo de Hamburgo no verían con buenos ojos mi solicitud de capacitación laboral si en el apartado ¿Qué sabe hacer? Ponía experto en técnicas de chequeo y contrachequeo, sabotajes y ramos similares, falsificación de documentos, producción artesanal de explosivos, doctorado en derrotas. Tenía un empleo que me permitía dormir por las mañanas y luego de despertar empleaba unas horas leyendo historias criminales sentado en el inodoro o en la tina de baño. Nous deux, on s'est connus à Santiago par l'intermédiaire de mon frère aîné. Raconte toute l'histoire. C'est ce que je fais. Mon frère était peintre et un beau jour, il est parti de la maison. Il devait avoir, voyons, 18 ans. 16 comme moi. Et un jour qu'on discutait, je lui ai demandé « Tu as une famille ?» Il m'a dit « Oui, j'ai une famille, j'ai des sœurs. » Et comment elles sont tes sœurs? Une est très moche et l'autre très jolie. Ma foi, présente-moi la jolie. Là, il me répond « Faisons un marché, je te l'échange contre 2 bouteilles de vin, ça te va? Achète-moi 2 bonnes bouteilles et je te la présente. » Conclusion, je les achète et il me dit « Demain on va chez moi pour que je te la présente. » Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et moi, je n'étais pas au courant de leur troc. J'ignorais que j'avais été échangée contre 2 bouteilles de vin. Et en prime, c'était de la piquette.
2 bouteilles de vin. Voilà ce que je vaux. On s'est mariés. On a eu un fils, notre aîné, Carlos. Il vit en Suède. Il a 40 ans. Et il a 2 enfants. Ensuite, les choses se sont gâtées. À cause du coup d'État et des différences. Nos divergences ont joué aussi. La gauche elle-même était divisée et ça a également influé sur notre séparation. Et j'ai été arrêtée et envoyée à la Villa Grimaldi. Voilà, ça a été douloureux de vivre tout ça et de devoir suivre chacun son chemin. Mon ex-compagne allemande et moi, on a eu 3 enfants. Et un jour, on s'est rendu compte que ça ne marchait plus. Notre couple battait de l'aile. Et on a voulu préserver le plus précieux. L'amitié, la tendresse, le respect. La meilleure chose à faire, surtout dans l'intérêt des enfants, c'était de se séparer. On a décidé d'organiser une fête pour annoncer notre séparation à nos amis. Un beau jour, son ex m'invite chez elle. Pour me présenter un homme que je connaissais déjà. Ça s'est passé en juillet 96. De 1996. Et une fois qu'on a renoué, il nous restait un casse-tête à résoudre. Comment annoncer la nouvelle à notre fils? Notre fils commun, le fils qu'on avait eu ensemble. Lui annoncer qu'on s'était remis ensemble. Et notre fils a dit « Non, j'y crois pas, j'y crois pas. » Je te préviens, Lucho, parce qu'il ne l'appelle jamais papa. Lucho interdit de faire souffrir maman. J'ai dû demander la main de ma femme à mon fils. Il lui a dit « Je te demande la main de ta mère. » Et notre fils a été notre témoin. La réalité dépasse la fiction. Elle est tellement riche, avec toutes ses nuances, qu'elle dépasse la fiction. Oui, je crois que le vieux Antonio José Bolívar Proaño aurait adoré lire une histoire d'amour comme la nôtre. C'est clair. Por fin sentía que yo también era de alguna parte, allí en aquella mar serena pero jamás en calma, sobre aquella silenciosa bestia que tensaba los músculos, preparándose para el abrazo polar, bajo los miles de estrellas que testimoniaban la frágil y efímera existencia humana, supe por fin que era de allí, que, aunque faltara, llevaría siempre conmigo los elementos de aquella paz terrible y violenta, precursora de todos los milagros y de todas las catástrofes. J'ai la conviction que je suis d'ici. Je suis tombé fou amoureux de cette terre, à l'extrémité du monde austral. Pour moi, c'est une certitude.
Je suis d'ici, de ce sud profond, lointain. Même si je vis en Europe, même si j'ai vécu dans de grandes métropoles comme Hambourg ou Paris, quelque chose au tréfonds de moi me souffle toujours « Attention, tu es du sud, de ce sud-là ». Et à chaque fois, ce sont des retrouvailles. Je reviens chez moi. C'est important de ne pas oublier que, comme toute chose, la vie a un début et une fin. Et je voudrais finir mes jours quelque part ici, dans ce sud, qui est mon sud. Tuve un sueño